Scientia vincere tenebras. C'est la devise qu'arbore fièrement l'Université libre de Bruxelles. Vaincre les ténèbres par la science. C'est un joli concept. Le feu ardent des ténèbres, crainte ultime des hommes, serait ainsi combattu et vaincu par la froideur intellectuelle des scientifiques. Soulager l'humanité. Serait-ce cela le but de la science ? Nietzsche, célèbre philosophe allemand, déclarait dans son ouvrage Humain trop humain : La science moderne a pour but aussi peu de douleur que possible. Peut-être est-ce cela qui pousse les scientifiques à s'acharner dans le travail et s'enquérir de toutes ces connaissances. La fierté d'être en capacité d'aider son prochain. L'astrophysicien Hubert Reeves disait : La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l'espèce humaine et qui compense un peu l'immensité de sa bêtise guerrière. peut-être bien que les scientifiques sont nourris d'un genre de sentiment héroïque, d'une impression d'être utile pour le monde. Marcellin Berthelot, célèbre chimiste devenu homme politique français, s'exclame : La science domine tout. Elle rend des services définitifs. Nul homme, nulle institution désormais n'aura une autorité durable s'il ne se conforme à ses enseignements. à quel point la science influence le devenir des hommes ? Quelle est l'étendue de son pouvoir ? C'est un homme qui connaît bien le pouvoir qui y répond. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Si les découvertes scientifiques ont à la fois donné à l'humanité le pouvoir de créer et le pouvoir de détruire, alors elles sont en même temps un énorme défi et une grande épreuve. Son prédécesseur, Franklin Delano Roosevelt, dans l'un de ses derniers discours en 1945, rajouta : Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La science est-elle un outil de domination, de protection, de progression ? Quelles sont les limites de la science ? Friedrich Nietzsche, illustre penseur de la science, a inventé le terme gai savoir et en a fait un ouvrage. En voici un extrait du chapitre 344. Dans la science, les convictions n'ont pas droit de citer. Voilà ce que l'on dit à juste titre. C'est seulement lorsqu'elles s'abaissent au rang modeste d'une hypothèse, d'un point de vue expérimental provisoire, d'une fiction régulatrice, que l'on a le droit de leur accorder l'accès au royaume de la connaissance et de leur y reconnaître même une certaine valeur. Mais si l'on y regarde de plus près, cela ne signifie-t-il pas ? C'est seulement lorsque la conviction cesse d'être conviction qu'elle peut parvenir à accéder à la science ? La discipline de l'esprit scientifique ne commencerait-elle pas par le fait de ne plus s'autoriser de conviction ? C'est vraisemblablement le cas. Il reste seulement à se demander s'il ne faut pas, pour que cette discipline puisse commencer, qu'existe déjà une conviction. Et une conviction si impérative et inconditionnée qu'elle sacrifie à son profit toutes les autres convictions. On voit que la science aussi repose sur une croyance, qu'il n'y a absolument pas de science sans présupposé. Il ne faut pas seulement avoir déjà répondu oui à la question de savoir si la vérité est nécessaire, mais encore y avoir répondu oui à un degré tel que s'y exprime le principe, la croyance, la conviction qu'il n'y a rien de plus nécessaire que la vérité et que par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de second ordre. La vérité. Prophète de la science. Comment accéder au savoir ultime qu'elle nous offre ? Nietzsche, dans sa préface, nous éclaire. Seule la grande douleur, cette longue, lente douleur qui prend son temps, dans laquelle nous brûlons comme sur du bois vert, nous oblige à descendre dans notre ultime profondeur et à nous défaire de toute confiance, de toute bonté d'âme, de tout camouflage, de toute douceur, de tout juste milieu, en quoi nous avons peut-être placé autrefois notre humanité.
Je doute qu'une telle douleur améliore, mais je sais qu'elle nous approfondit. Soit que nous apprenons à lui opposer notre fierté, notre ironie, notre force de volonté, soit que, face à la douleur que nous retirions de cet abandon de soi, cet oubli de soi, cette extinction de soi, muet, figé, sourd, on ressort de ces longs et dangereux exercices de maîtrise de soi en étant un autre homme, avec quelques points d'interrogation en plus et surtout avec la volonté d'interroger désormais davantage, plus profondément, plus rigoureusement, plus fermement, plus méchamment, plus calmement que l'on avait interrogé jusqu'alors. Patrick Watling, qui a écrit d'ailleurs l'introduction des Gai Savoirs, confirme. Si la vie est moyen de connaissance, c'est d'abord parce que l'idée d'une connaissance neutre, objective, désintéressée, impersonnelle, est reconnue pour une fiction. Il n'y aura pas de connaissance qui ne soit vécue, expérimentée par l'homme de savoir, de tout son être. Le plus savant sera ainsi à coup sûr le plus riche en expériences digérées et maîtrisées, le plus riche en état d'âme, tonalités affectives, en souffrance aussi, et non pas le plus dépassionné et le plus enfermé en lui-même. Ainsi, la philosophie nietzschéenne utilise l'expérience comme moyen d'accès à la connaissance. Mais on retrouve aussi cette philosophie chez l'un des philosophes antiques les plus reconnus, Aristote. C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes. Les personnes les plus éclairées qui portaient ce monde doivent donc témoigner des moyens d'acquérir ce savoir. Le génie Albert Einstein explique. Soulever de nouvelles questions, de nouvelles possibilités, regarder les vieilles questions sous un angle nouveau, exige de l'imagination créative et marque les progrès réels. Un autre génie bien connu, Descartes, qui dans Olympique déclare Il y a en nous des semences de science, comme en un silex des semences de feu, les philosophes les extraient par la raison, les poètes les arrachent par l'imagination, elles brillent alors davantage. l'imagination créative. On pourrait la penser moteur de l'art, mais serait-elle également nécessaire aux scientifiques ? Devenir artiste serait-il nécessaire pour progresser dans notre quête du savoir ? Mais comment devient-on artiste ? Suffit-il d'avoir un certain sens de la beauté et de l'exposer par un savoir-faire qui nous est propre ? Par la peinture, le chant, la sculpture, le roman ? Quel est le point de vue des artistes français, des écrivains français ? Marcel Proust écrit dans Le Temps retrouvé : Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et, autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini. Romain Gary dit dans son roman Gros Câlin en 1974 : Il vient donc un moment où vous n'en pouvez plus, et où vous êtes dévoré par le besoin de vérité et d'authenticité, de poser des questions et de recevoir des réponses, bref, de communiquer avec tout, avec le tout, et c'est là qu'il convient de faire appel à l'art. Octave Mirbeau, dans son article Le Rêve dans le journal Le Gaulois, le 3 novembre 1884. En art, l'exactitude est la déformation, et la vérité est le mensonge. Il n'y a rien là d'absolument vrai, ou plutôt il existe autant de vérités humaines que d'individus. Hippolyte Taine, philosophe et également membre de l'Académie française, confirme. Pour comprendre une œuvre d'art, un artiste, un groupe d'artistes, il faut se représenter avec exactitude l'état général de l'esprit et des mœurs auxquels ils appartenaient. Les peintres aussi ressentent cette sorte de décorporation, ce voyage spirituel qui amène à une conscience plus épanouie. Pablo Picasso témoignait : Art lave notre âme de toute la poussière du quotidien.
Anthony Tapiès, lui, observait. Pour penser l'art ou quoi que ce soit, le mieux sera toujours de nous tourner vers lui avec la pureté de celui qui chaque matin découvre un monde nouveau. C'est le cinéaste Jean-Luc Godard qui résume. L'art ne nous attire que parce qu'il révèle notre moi le plus secret. L'art est donc propre à chacun. Il nous aide à nous ouvrir, à voir les choses sous un autre angle, et c'est pour cela qu'il est si personnel. L'art, c'est moi. La science, c'est nous. Disait le célèbre physiologiste et fondateur de la médecine expérimentale Claude Bernard. Jean-Marie Gustave Leclésio, dans sa préface de High, avait peut-être vu juste lorsqu'il disait « Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. » Selon Nietzsche, L'ambition suprême de l'art consiste à libérer nos regards des terreurs obsédantes de la nuit, à nous guérir des douleurs convulsives que nous causent nos actes volontaires. l'art lutte contre les terreurs obsédantes de la nuit, comme la science combat le feu terrifiant des ténèbres. La science aide l'homme à guérir son corps, et l'art l'aide à le sortir de lui. Tous deux affrontent l'ombre et les brouillards inquiétants de la vie, pour le bien de l'humanité, en frères d'armes. Si l'un tombe, l'autre le relèvera-t-il ? Peut-être la science ne pourrait avancer sans l'art. Peut-être même l'art est-il le corrélat et le supplément nécessaire à la science ? La naissance de la tragédie. Nietzsche.